Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Caméra Mosaïque sur MCTV. Nous émettons sur le réseau des chaînes publiques dans 16 villes ici dans l'État du Massachusetts. Nous allons parler des élections législatives le 4 juillet prochain avec comme invité le professeur Alex MacLeod. Il enseigne à l'Université du Québec à Montréal au département de sciences politiques. Pour commencer l'émission ce matin, professeur MacLeod, brièvement, qu'est-ce qui a caractérisé les gouvernements de David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, juste avant l'arrivée en octobre 2022 du Premier ministre Rishi Sunak? D'abord, je pense que ce qui a vraiment marqué ce gouvernement, c'est, je dirais, les tiraillements à l'intérieur du Parti conservateur. Après tout, un des grands événements de ces 14 ans, c'est évidemment le Brexit. Et M. Cameron, qui était à la tête d'abord d'un gouvernement de coalition avec les libéraux et ensuite un gouvernement à lui tout seul, a voulu régler les comptes avec les gens qui étaient totalement en faveur de quitter l'Union européenne dans son parti et a lancé son référendum qui croyait régler le problème. Effectivement, il a perdu son référendum puisque les partisans du Brexit ont gagné de justesse, il faut le dire. Et depuis, l'économie britannique a souffert énormément, d'abord des incertitudes avec sur le plan du commerce, ensuite sur les débats à l'interne du Parti travailliste et du Parti conservateur, et enfin à partir de la fin du deuxième gouvernement ou de première ministre conservatrice de ces 14 ans, c'est-à-dire après Madame Theresa May, arrive Monsieur Johnson, qui était en fait un populiste, qui promettait beaucoup de choses, mais qui évidemment n'était pas toujours si sûr de livrer la marchandise, comme on dit, mais il a gagné une élection extraordinaire en 2019 qui lui a permis d'avoir les coudées franches, enfin, vous voyez en tout cas, pour négocier un Brexit qui allait favoriser tout à fait la Grande-Bretagne. Mais mais finalement, ça n'a pas été un grand succès. Et puis deuxièmement, évidemment, il y avait la pandémie qu'il a très, très mal gérée. Et il était obligé finalement de quitter le pouvoir en 22 parce que finalement, il a, si vous voulez, fait des activités qui étaient interdites par la loi pendant la pandémie, c'est-à-dire des réceptions où on se moquait un petit peu des gens qui faisaient vraiment attention à cette pandémie. Et lui, il était remplacé par Madame Truss, qui a été au pouvoir pendant près de 50 jours et qui a échoué totalement parce qu'elle avait une idée très fixe sur ce que devrait être l'économie ou la politique économique du Parti conservateur, c'est-à-dire il allait couper les impôts un peu partout, mais sans jamais s'occuper de ce qui allait les remplacer en ce qui concerne les revenus. Et puis finalement, elle est remplacée par M. Sunak. M. Sunak est quand même, je pense, un homme très capable, tout à fait une personne qui pourrait être normalement un bon Premier ministre, mais qui n'a pas pu l'être, parce que d'abord, il avait le poids déjà de ce qui est arrivé avec M. Johnson et avec Mme Truss, et ensuite, il était constamment la cible d'attaque de sa droite, et on arrive en fait finalement à un parti et un gouvernement totalement divisé. Et en même temps, le Parti travailliste, qui a été, je dirais, avait le poids d'un premier ministre, enfin d'un chef plutôt à gauche, mais qui n'était pas, disons, très
très apprécié par le public en général, qui a eu, on peut dire, le pire résultat électoral depuis 1935 pour son parti et qui finalement a été obligé de quitter et a été suivi par M. Starmer qui finalement est en train, d'après ce que disent les sondages, mener vers une victoire à ces élections qui pourrait être assez forte. Évidemment, ça c'est maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner dans un mois ou un mois et demi quand il y aura enfin les élections. Voilà. Merci, professeur MacLeod, pour ce survol du paysage politique britannique entre 2010 et 2024, avec la présence au 10 Downing Street de 4 premiers ministres du Parti conservateur. Vous avez également rappelé le passage de Jeremy Corbyn à la tête de l'opposition travailliste entre 2015 et 2020. L'actuel Premier ministre Rishi Sunak, professeur MacLeod, est arrivé au pouvoir en octobre 2022. Comment expliquez-vous sa décision, il y a à peu près 2 semaines, d'appeler à des élections législatives anticipées le 4 juillet prochain? Oui, bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il ne prévoit pas, je ne pense pas, que la situation va s'améliorer beaucoup pour son parti. Alors, donc, on choisit un moment où, disons, les choses sont un peu plus favorables qu'il y a quelques temps, c'est-à-dire surtout que le taux d'inflation est descendu jusqu'à à peu près 3%, à partir de 11%. Donc ça, c'était quelque chose de très favorable. On ne peut pas penser que ça va durer. Et je pense qu'il pensait simplement qu'il allait au moins sauver les meubles, peut-être gagner, on ne sait jamais, parce que c'est arrivé déjà en 1970 que le Parti travailliste qui était au pouvoir était fort en avance dans les sondages et qui a perdu quand même l'élection. Alors, ça peut arriver. Mais je crois que surtout, il pensait que, disons que le moment était peut-être le moins mauvais pour se lancer en élection. Et il faut dire aussi qu'il y avait aussi peut-être une troisième raison que je donnerais, c'est toute l'histoire de l'immigration et le fait qu'on avait cette idée un peu saugrenue de renvoyer des demandeurs d'asile au Rwanda. Et ça devait avoir lieu seulement, enfin les premiers, après les élections, enfin au mois de juillet. Et alors, je pense que d'abord, ils se rendaient compte que ça pouvait être plus une catastrophe qu'autre chose parce que les gens n'y allaient pas facilement et on pouvait penser que ça n'allait pas nécessairement réussir. Donc, il évite cette question-là aussi en même temps. Donc, je pense que il a vu que c'était peut-être le meilleur moment parmi de très mauvais moments pour lancer son parti en élection. Professeur Alex MacLeod, à un mois presque de ces élections législatives au Royaume-Uni, quelles sont, selon vous, les principales préoccupations de l'électorat britannique, les thèmes de cette campagne électorale en quelque sorte? Bon, écoutez, je pense qu'il y a 2 ou 3 sujets qui préoccupent beaucoup l'électorat. Il y a d'abord le sujet plus, disons, la situation générale d'un gouvernement qui semble être tiraillé entre son centre droit et la droite et qui manifestement n'a pas énormément de base très stable pour le moment. Et on voit que son électorat est en train de quitter, ne pas appuyer, pas nécessairement appuyer les travaillistes, mais ne pas appuyer les conservateurs. Puis deuxièmement, il y a la question de l'immigration. On disait qu'avec le Brexit, on allait régler une fois pour toutes la question de l'immigration. Ce n'est pas le cas. Il y a encore de plus en plus de gens qui arrivent par bateau, qui traversent la Manche
Et la question d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une idée qui est particulièrement euh, considérée comme étant utile. D'ailleurs, la Cour suprême a déjà dit que ce n'était peut-être pas tout à fait conforme à la Constitution britannique, enfin la Constitution et qui existe même s'il n'est pas écrite. Euh, et puis ensuite, et c'est un problème que je pense n'est pas unique du tout à la Grande-Bretagne, c'est le problème du système de santé. La pandémie, c'est une chose. Aussi, la question de voir de moins en moins de personnes d'origine immigrante arriver dans le système médical. Et ensuite, tous les problèmes qu'ont les infirmières, les médecins, surtout les jeunes, les résidents, qui n'arrivent pas à trouver que leur salaire est valable par rapport à au travail qu'ils font actuellement et avec l'inflation qu'on a connue. Alors, et actuellement, on sait que dans le système de santé, il y a, disons que, je dirais qu'il y a peut-être les 2 tiers des personnes qui attendent des opérations ou à l'hôpital, qui doivent attendre plus que 18 semaines, même plus que cela. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui touche beaucoup les Britanniques parce qu'ils sont très fiers de leur système système de santé publique et ils ont peur aussi que le gouvernement soit tenté par une petite privatisation supplémentaire du système. Mais en tout cas, c'est surtout l'idée que les médecins ne sont pas contents et que le public est du côté des médecins en ce qui concerne cette question-là, d'autant plus que les gens ont beaucoup apprécié les efforts du corps médical pendant la pandémie. Et maintenant, on va parler un petit peu des deux principaux leaders qui seront aux prises au Oui. cours des législatives. Il y a quand même d'autres partis politiques assez importants au Royaume-Uni. Il y a, par exemple, les démocrates libéraux, il y a le Green Party, mais quand même, c'est les deux principaux, c'est le Parti conservateur et le Parti travailliste. À la tête du Parti Oui. conservateur, l'actuel Premier ministre Rishi Sunak, et puis à la tête du Parti travailliste, M. Keir Starmer. Est-ce que brièvement, vous pouvez, et je dirais, camper ces deux leaders au point de vue personnage politique et pour nous? Oui, ils sont assez différents. D'abord, évidemment, M. Sunak est le premier ministre de la Grande-Bretagne d'origine asiatique. Hein, il est né en Angleterre, donc il n'y a pas de problème là. Son père vient de là, du Pakistan, sa mère de l'Inde, et il a été, par contre, éduqué dans le système des écoles qu'on pourrait appeler, enfin ce qu'on appelle en Angleterre public schools, ce qui n'est pas du tout des écoles publiques, mais écoles privées. D'abord à Winchester, qui est un des grands collèges privés de Grande-Bretagne, et ensuite à Oxford, et qui a suivi une carrière dans le domaine des finances. Monsieur Starmer est plutôt d'origine qu'on pourrait appeler classe moyenne, il est allé suivre dans enfin, le niveau, la vie de quelqu'un qui a été élevé dans une école, ce qu'on appelle le grammar school, qui n'est pas du tout l'école grammar school comme aux États-Unis, mais une école secondaire, et puis ensuite à une université qui n'était pas Oxford ou Cambridge, et puis il a terminé comme un grand avocat. Et surtout, il a été un procureur. En fait, il est le directeur des procureurs de Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'équivalent du district attorney. Donc, c'est quelqu'un qui était donc avocat et surtout avocat spécialiste des droits de la personne, les human rights. Donc, c'est ces deux personnes qui ont quand même des d'une éducation différente, qui viennent de milieux très différents, mais qui représentent dans un sens tous les deux plutôt la classe moyenne, bien réussie,
des deux côtés, et je pense que sont de tempérament plutôt modéré, tous les deux. Professeur et McLeod, vous allez convenir avec nous que depuis 2019, parler du Royaume-Uni, c'est évoquer du même coup des conséquences du Brexit. Comment, selon vous, les leaders des deux principaux partis engagés dans cette campagne électorale pour ces législatives du 4 juillet prochain, comment abordent-ils les problèmes persistants liés au Brexit? Bon, d'abord, le Brexit est manifestement pas tout à fait le succès que souhaitaient ses partisans. Et puis, ils disaient que on allait contrôler l'économie, on allait contrôler l'immigration, qu'on n'aurait plus besoin de se tourner vers l'Europe pour approuver la législation, etc. D'abord, on a exagéré beaucoup l'absence de souveraineté de la part de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a toujours gardé sa monnaie, a toujours gardé la mainmise sur sa politique étrangère et sa défense. Et je pense, et même la politique d'immigration, elle était quand même assez en contrôle de cette politique-là. Mais le problème était que finalement, le Brexit s'est pas fait aussi simplement qu'on croyait. On s'est pas rendu compte que tout d'un coup, des choses qui venaient facilement de l'Europe, que ce soit sur le plan de agricole ou pour les exportations vers l'Europe, devaient maintenant passer par un système de tarifs des deux côtés, ce qui tend à, d'une part, rendre certaines choses plus chères en Grande-Bretagne, et deuxièmement, évidemment, rendre plus difficile les exportations, parce qu'on prétendait que la Grande-Bretagne trouverait l'alternative dans des ententes avec les États-Unis, le Canada, etc. Et comme vous le voyez, ça n'a pas fonctionné beaucoup. Je crois qu'il y a peut-être une entente avec l'Australie, mais c'est à peu près tout. Et on voit qu'il y a énormément de problèmes aussi pour les citoyens britanniques parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'aller en Europe comme, ou ils ne peuvent plus aller plutôt en Europe comme avant. Ils sont comme aux États-Unis, au Canada, c'est-à-dire que ils ne peuvent pas y aller pour plus que 3 mois à la fois, 2 fois par année. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit choc pour pour les Britanniques. Donc le Brexit en général, ça n'a pas été un grand succès. Cela dit, ni M. Starmer ni M. Sunak ont l'intention de changer le statut de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Europe. C'est-à-dire que les travaillistes disent ben, on va travailler pour avoir de meilleures relations avec l'Europe. Et effectivement, sur certains plans, c'est déjà le cas. Par exemple, sur le plan de la défense, compte tenu de la guerre en Ukraine, là, on voit que la Grande-Bretagne travaille très bien avec le reste de l'Europe. Et évidemment, comme la plupart des pays européens, la Grande-Bretagne fait partie de l'OTAN. Mais je pense que le statut de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Union européenne ne changera pas, ni avec M. Sunak, ni avec Monsieur Starmer. Pourtant, M. Starmer était en faveur du maintien du lien avec l'Union européenne et M. Sunak a voté pour le Brexit. Donc, deux idées différentes au départ, mais maintenant, je pense qu'il y a une entente tacite qu'on ne va pas remettre ça en cause. Cependant, professeur McLeod, on a l'impression que le Brexit a quelque peu aidé le Parti travailliste à gagner du terrain dans l'opinion publique, sans oublier, comme vous l'avez bien rappelé, un recentrage vers la droite de ce parti avec l'arrivée de M. Keir Starmer à la tête du Parti travailliste. Oui, ça, oui, mais indirectement. Ce qui est arrivé finalement, c'est que dans la classe ouvrière britannique, surtout dans le nord de l'Angleterre, d'après ce que j'ai compris, euh, il y a eu beaucoup disons, de méfiance à l'égard de l'Europe. Mais ça a toujours été le cas.
et surtout dans la classe ouvrière qui votait travailliste normalement. Et là, tout d'un coup, surtout aux élections 2019, il y a eu un mouvement en faveur de Boris Johnson et on disait, bah voilà, c'est ce qu'on appelait le mur rouge allait tomber. Et on se rend compte que ça a été provisoire, mais que les gens retournent vers le Parti travailliste. L'autre chose, évidemment, qui est important quand même, c'est de savoir que une chose qui a toujours été importante pour le Parti travailliste et qui ne fonctionnait plus pour lui depuis un certain temps, c'était qu'il pouvait s'assurer d'une majorité des sièges en Écosse. Ben, comme vous le savez, les Écossais ont voté majoritairement pour rester dans l'Union européenne et d'autre part, le Parti national écossais et surtout l'idée de l'indépendance écossaise est quand même assez bien ancré en Écosse, de sorte que c'est entre, disons, 45 et 50% de la population qui vote plutôt ou qui appuie plutôt l'indépendance de l'Écosse par rapport au reste de la Grande-Bretagne. Bon, cela veut dire, ça voulait dire évidemment que le parti écossais, le Parti national écossais, avait tendance à se présenter aux élections parlementaires de Westminster pour faire entendre la voix de l'Écosse et qui battait à plate couture les travaillistes, de sorte que les travaillistes, enfin, il y a quoi, quelque chose comme 45 voix, sièges en Écosse, se retrouvaient avec un ou deux sièges seulement par rapport à son passé et que cette fois-ci, on prévoit que à cause des problèmes du parti écossais, qui sont très réels. Hein. On est déjà au troisième leader du parti en à peine un an. Euh, alors, il y en a beaucoup qui ont décidé parmi les électeurs du SNP de voter travailliste, de sorte qu'on prévoit que les travaillistes vont gagner au moins 27-28 sièges. Alors ça fait toute une différence, parce qu'on disait toujours que sans l'Écosse, le Parti travailliste pouvait difficilement gagner les élections parce que la majorité en Angleterre était presque toujours plutôt favorable aux conservateurs. Ce n'est pas le cas d'ailleurs cette fois-ci. Mais le fait qu'il y a aussi les Écossais qui sont du côté, enfin beaucoup d'Écossais en tout cas, du côté des travaillistes, va aussi renforcer la majorité qui risque de sortir de ces élections-là en faveur du Parti travailliste. En parlant de l'influence du Parti nationaliste écossais, quelles sont les possibilités d'alliance avec d'autres partis? Nous avons en tête notamment les démocrates libéraux et professeur MacLeod, comme ça a été le cas dans le passé. Parce que d'abord, en Grande-Bretagne, surtout en Angleterre, il y a très rarement des gouvernements de coalition. Il y a eu un gouvernement de coalition pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un gouvernement de coalition entre 1931 et 1935, mais qui rapidement s'est transformé en gouvernement plutôt conservateur. Et puis, et parce que on peut parler d'aujourd'hui, il y a eu une coalition entre le Parti libéral et le Parti conservateur après les élections de 2010 jusqu'en 2014. Avec David Cameron. Avec David Cameron, exactement. Mais les libéraux se sont rendus compte que ça a été, disons que le goût du pouvoir était très amer parce que idéologiquement, ils sont plus proches du Parti travailliste que du Parti conservateur. Et puis le Parti conservateur s'est servi de ce parti-là pour en fait garder presque tout le pouvoir. Et quand Cameron a gagné les élections en 2014, le Parti libéral, évidemment, n'y était plus. Et ironiquement, le Parti libéral, qui était le parti le plus favorable à l'Union européenne, s'est trouvé avoir préparé le chemin pour le référendum sur le Brexit, indirectement. Alors, bon, donc je pense qu'il
il n'y aura probablement pas besoin d'avoir une coalition. C'est très rare. Il peut y avoir un gouvernement minoritaire si jamais il y avait pas suffisamment de voix pour une majorité, mais ça aussi, je pense pas que ça va être le cas cette fois-ci. Euh, donc, si vous voulez, on va prendre une situation hypothétique. Si les travaillistes avaient besoin peut-être de l'appui des libéraux pour gouverner, ce serait possible. Mais je pense que les libéraux hésiteraient beaucoup à faire un gouvernement avec les conservateurs parce que ça n'a vraiment pas été dans leur intérêt comme on l'a vu dans le passé. Voilà. En ce qui concerne maintenant le Parti travailliste et le Parti national écossais, il faut dire que sur le plan de la politique sociale, par exemple, ils sont très proches. Euh, mais évidemment, en Écosse, ce sont les deux partis qui s'opposent parce que ce sont des deux partis qui prennent le plus de votes normalement dans les élections locales en Écosse, ou quand il y a des élections purement écossaises. Je pense que là, la concurrence continuera à être assez féroce et le Parti écossais n'a absolument aucun intérêt à à appuyer un gouvernement que ce soit à Westminster, à Londres. Est-ce qu'il y a au Royaume-Uni un courant écologique assez influent sur le plan politique, comme c'est le cas dans de nombreux pays en Europe? En Écosse, oui. Pourquoi? Parce que le système électoral est un système proportionnel. Donc, et actuellement, le gouvernement de l'Écosse est un gouvernement minoritaire appuyé par les Verts. Et même, ça a été momentané, une coalition. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait actuellement une coalition. Mais de toute façon, les Verts en Écosse, oui, sont une force importante. En Angleterre, et donc en Grande-Bretagne de façon générale, les Verts n'ont pas de siège à Westminster à cause du système électoral. Il est très rare qu'on arrive à avoir une majorité d'écologistes. Je crois qu'il y en a eu une seule fois, mais normalement, ils n'ont pas de représentants, ou presque pas, à Westminster. Ils n'y arriveront pas parce que le système électoral, comme c'est le même système que vous avez aux États-Unis, ne permet pas à des partis qui ne sont pas très très forts dans une région à, à avoir une représentation plus loin que localement. Et c'est la même chose ici aux États-Unis. Au Canada, c'est un peu différent parce que on a des forces régionales un peu différentes. Mais disons que en Angleterre, en Angleterre, même s'ils sont quand même assez populaires, enfin, chez certaines personnes, on peut pas dire qu'ils exercent énormément de pression sur le gouvernement. Pas actuellement, en tout cas. Nous sommes presque à la fin de cette émission, professeur MacLeod. Si on place ces élections dans un contexte historique, comment se comparent-elles aux élections précédentes en termes d'enjeux et de dynamique politique? Comparativement à d'autres élections dans le passé. Oui, je pense que c'est un peu semblable à ce qui est arrivé en 2010. Les travaillistes avaient été, enfin, non, parlons plutôt de 1997. Les travaillistes ont gagné une élection qui a suivi 18 ans de pouvoir conservateur. Et c'était une victoire assez importante avec M. Blair, qui était le chef du parti travailliste à ce moment-là. Et ce qu'on peut voir, c'est que les travaillistes ont normalement une période relativement courte au pouvoir. Hein? Après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient au pouvoir pendant 6 ans. Et puis après ça, ils sont partis à l'opposition de 51 jusqu'en 64. Donc, c'était quand même 13 ans. Ensuite, ils avaient un gouvernement avec seulement une majorité de 2 ou 3. Après ça, ils ont gagné une élection mais qui les a menés jusqu'au pouvoir jusqu'en 70, donc seulement 6 heures au pouvoir.
Ensuite, ils ont repris le pouvoir quelques années plus tard, mais ils sont restés juste 5 ans, 6 ans. Et puis, les conservateurs, normalement, arrivent à garder le pouvoir plus longtemps. Je ne sais pas ce qui va arriver cette fois-ci. Ce qu'on remarque, c'est que M. Starmer est quelqu'un qui amène le parti de plus en plus vers le centre. Hein? Et je pense que c'est peut-être sa force et sa faiblesse. Parce que, évidemment, il doit aussi faire face à une certaine gauche qui est quand même assez importante dans le parti, parce que le parti, n'oubliez pas, est avant tout l'invention des syndicats. Hein, pas seulement, mais ce sont d'abord les syndicats qui ont été vraiment derrière ce parti et qui l'ont financé pendant longtemps. Alors ça fait une grosse distinction. Mais disons que on risque de voir encore une fois une assez grande victoire du Parti travailliste, mais de là à savoir si ça va rester longtemps au pouvoir, ça je peux pas vous le dire parce que il faut dire que le Parti conservateur n'a jamais été en aussi mauvais état qu'il est actuellement. Il y a toujours eu des divisions à l'intérieur du parti, mais profond comme aujourd'hui, non, c'est très rare. Donc il va y avoir une bataille entre ceux de la droite, disons, dure et anti-européenne, puis vous avez les modérés qui finalement peuvent s'entendre avec les travaillistes sur beaucoup de choses. Et comme vous le savez, une des forces du conservatisme britannique et qui se distingue beaucoup du conservatisme américain, surtout celui d'aujourd'hui, c'est qu'il est capable d'accepter ce que le gouvernement de l'opposition, c'est-à-dire travailliste, a fait dans le passé et de l'adapter. De sorte que quand, par exemple, les conservateurs ont repris le pouvoir en 1951, ils n'ont pas démantelé le système de santé publique, ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas dénationalisé toutes les industries qui avaient été nationalisées par le Parti travailliste, mais ils ont travaillé avec, ont adapté à leur façon de voir les choses. Et c'était la force du conservatisme britannique, c'était sa capacité d'adaptation. Maintenant, avec cette aile dure qui est en train de se manifester et qui, à mon avis, est un peu comme le populisme dans le reste de l'Europe et en Amérique du Nord, ça va être plus difficile. Alors là, je ne sais pas du tout comment ça va se faire par la suite de cette élection-ci. Les choses sont en train de changer, ça c'est certain. C'est-à-dire que on voit le Parti travailliste va de plus en plus vers le centre, mais le Parti conservateur a une droite qui s'affirme de plus en plus et qui rend les choses difficiles pour les plus modérés du parti. Un peu comme le conservatisme américain, mais je ne pense pas que l'électorat britannique soit aussi polarisé que celui des États-Unis. Ils ne sont pas en train de vivre une sorte de guerre civile larvée comme on le voit ou on a l'impression de le voir aux États-Unis. Il n'y a pas d'équivalent de Trump, par exemple, en Grande-Bretagne. Même pas M. Farage, qui n'est pas dans le Parti conservateur de toute façon. Merci, professeur McLeod, pour votre éclairage sur les élections législatives qui seront organisées le 4 juillet prochain au Royaume-Uni. Je vais terminer cet entretien avec une observation. Eh bien, quelqu'un qui suit l'actualité politique au Royaume-Uni au cours de ces, je dirais, 40, 45 dernières années, il n'y a que deux leaders politiques qui ont marqué leur temps. Margaret Thatcher du côté du Parti conservateur et Tony Blair et juste après du côté du Parti travailliste. J'ai l'impression que le Royaume-Uni ne produit plus ces genres de leaders. On dirait, oui, vous avez raison. M. Sunak, c'est certainement pas ça. On a des gens, disons que ce qu'on voit aussi, c'est des leaders qui sont plus, je dirais pas des technocrates parce que c'est beaucoup trop fort, mais qui sont, si vous voulez, très capables sur le plan de leur capacité de diriger, d'idées, de penser, etc., mais qui ne rallient pas les foules. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'actuellement, on le voit d'ailleurs dans les sondages, que ni Sunak ni Starmer soulèvent l'enthousiasme.
Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus, parce que quand on voit ce que ça peut donner d'avoir des leaders en fait, qui rendent les foules un peu trop intéressés par la politique, c'est pas nécessairement une bonne chose pour le système politique. Donc, je pense que les Anglais seront peut-être pas si malheureux que ça d'avoir un choix entre si vous voulez, deux teintes de gris. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, cette édition de Caméra Mosaïque qui était consacrée aux élections législatives qui seront organisées au Royaume-Uni le 4 juillet prochain.